Bonjour, alors je vais vous proposer, on va essayer d'être rapide pour laisser du temps à la discussion, une approche de la mobilité comme un élément de quelque chose de plus global qui serait l'espace, en fait, donc qui, je pense, vous concerne et nous concerne tous. Je commence par quelques points de repère sur ce qu'est la mobilité des humains. Finalement, automobile, l'idée d'automobile peut être un peu trompeuse, dans la mesure où en fait, donc vous connaissez bien sûr cette phrase, Gnothi, c'est automne. On dit souvent Gnothi théotone en français, du grec mal prononcé. Connais-toi toi-même. Hein, donc vous voyez que là, il y a auto en grec moderne. Donc c'est soi-même. Donc, qui est automobile? C'est nous. C'est pas les voitures au départ. Les corps humains sont automobiles. Et qu'ils soient en voiture, qu'ils soient dans des transports privés ou publics, qu'ils soient dans des transports individuels ou collectifs, ce sont les humains en fait qui sont mobiles. Si on ne parle pas des marchandises. Donc il y a eu cette formule autrefois juste avant mai 1968, il y avait un mouvement d'extrême gauche parisien qui avait placardé des affiches qui disaient « On ne nous transporte pas, on nous roule ». Donc il y avait un jeu de mots avec rouler qui veut dire tromper. Mais il y avait cette idée que c'était des objets, finalement, les transports publics, c'était justement des situations où il y avait une déshumanisation. Et donc on avait fini par croire que c'était seulement dans le transport privé que l'acteur de la mobilité du corps humain, c'était aussi l'humain. Et que le reste du temps, c'était des systèmes, des structures dans lesquelles l'intention individuelle n'existait plus. Mais en fait, c'est toujours des individus. Quand on est dans un transport public, on est toujours un individu. Deuxième petite remarque liminaire, c'est que, là, ça nous entraînerait dans un immense débat, mais je crois qu'il est important de le poser. C'est le débat en gros avec Martin Heidegger et toute une approche soit philosophique, soit théorique, consistant à considérer que la mobilité est un problème, que si tout allait bien, elle ne devrait pas exister, et donc prendre comme point de référence un monde qui est le monde rural européen, pré-industriel, où la mobilité était rare et anormale. Normalement, le paysan restait sur place. Il avait, à la fois parce qu'il y était contraint pour des raisons d'ordre politique, mais aussi parce qu'il y avait une logique économique d'investir sur la terre du capital humain qui se transformait en capital monétaire éventuellement, donc qui poussait donc transformer la sédentarisation en immobilité. Hein, on ne bougeait pas. Et donc l'idée de considérer que tout va bien si on ne bouge pas, que par exemple, aujourd'hui dans les débats sur l'environnement, le problème n'est pas seulement de ne pas émettre des gaz à effet de serre, mais de diminuer la mobilité elle-même. Donc la question de l'injonction à la mobilité dont a parlé Vincent, ou du droit à la mobilité dont on parle aussi, ou du droit à l'immobilité, toutes ces questions politiques assez actuelles renvoient à des conceptions de la société. Et donc là, je donnais une petite
petite idée personnelle, j'ai apporté une petite idée personnelle sur ce débat, c'est que contrairement à la vision qu'implicitement porte Heidegger et puis beaucoup d'autres, notamment des écologistes radicaux, la mobilité n'est pas du tout une invention récente. C'est plutôt, si on regarde l'histoire de l'humanité, c'est plutôt le contraire, c'est que l'immobilité de type rural est une exception spatio-temporelle. Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où il n'y a pas de ruralité, et par ailleurs, où il n'y en a jamais eu, et où il n'y en aura probablement jamais, et par ailleurs, même dans les endroits où il y en a eu, c'est venu bien après une immense période, hein, si on considère que je me limite à Homo sapiens, c'est-à-dire à nos ancêtres biologiques, pas aux autres espèces intelligentes qui ont peuplé la planète, mais uniquement à nos ancêtres, donc qui sont là depuis 200 000 ans. Sur les 200 000 ans de présence humaine sur la planète, ben, il y en a 190 000 qu'on appelle le paléolithique, et où la mobilité était un élément absolument essentiel de la survie de l'humanité, puisque en fait c'était des systèmes prédateurs, donc quand on avait épuisé les ressources d'un lieu, on partait. Donc c'était pas du tout une variable secondaire, quelque chose qui serait rajouté, un supplément d'âme, ou comme le pense Heidegger, une espèce de tentation au mouvement sans signification, hein, une technique sans sens, hein, qui est un peu ce que traque Heidegger, et il inclut la mobilité là-dedans. Donc c'est pas comme ça du tout que l'histoire de l'humanité s'est produite, et c'est pas juste pour rétablir l'histoire que je dis ça, c'est aussi parce que la planète dont on hérite, elle est la conséquence, pour une bonne part de ça, notamment en termes de stock de lieux, les stocks de lieux dont nous héritons, et qui sont la base de l'industrie de l'ailleurs, c'est-à-dire du tourisme, ils ont été produits pendant des dizaines, des centaines, des milliers d'années par une humanité qui était dispersée, et qui donc s'est développée avec très peu de contact pendant longtemps avec les autres morceaux de l'humanité, et donc qui a produit des lieux singuliers qui font aussi aujourd'hui une part importante de la richesse du monde tel qu'il existe, du monde qui maintenant s'est reconnecté, mais qui a compris, enfin je pense qu'un peu partout tout le monde est d'accord là-dessus, sur l'idée que la singularité des lieux, c'est une richesse considérable, hein, et même dans les endroits où on dit qu'on détruit tout, comme en Chine, le patrimoine est devenu très rapidement une valeur considérable, hein, dans la vision qu'ont les Chinois, que ce soit les simples habitants ou les autorités. On peut dire qu'ils le font mal, hein, mais nous, on n'est pas non plus sans reproche de ce point de vue-là. Et puis il y a aussi le risque de tout congeler par le patrimoine. Hein. C'est plutôt ça, dans un pays comme la Suisse, c'est plutôt ça le risque. C'est qu'on ne touche plus à rien. Mais en tout cas, tout le monde est d'accord pour dire que ce patrimoine de lieux qui a été produit par l'histoire longue de l'humanité, donc grâce à sa mobilité, c'est une énorme richesse aujourd'hui. Hein, donc, à mon avis, il n'est pas l'idée selon laquelle la mobilité serait une espèce d'enveloppe superficielle qui encadrerait les choses essentielles, qui cacherait les choses essentielles, ou qui gênerait les choses essentielles que font les hommes, c'est une idée qui n'est pas tenable. Donc la mobilité est centrale, hein, c'est ça mon idée. Ça renvoie à ce petit tableau, hein, très simple, que depuis le néolithique, les humains ont inventé 3 manières de gérer la distance, une gestion qui est nécessaire parce que l'humanité a besoin d'interaction au contact pour se produire, pour se reproduire. Donc, ces 3 moyens, pour permettre d'avoir des contacts, c'est soit la coprésence, c'est-à-dire, comme nous maintenant, on supprime les distances entre nous pour pouvoir communiquer et donc interagir avec
si on a choisi la coprésence, hein, c'est quelque chose qui se discute avec les MOOC par exemple maintenant, mais les MOOC, tout le monde est d'accord aussi là-dessus, c'est pas pour supprimer le présentiel comme on dit, c'est au contraire pour lui donner plus de force. Hein, on fait tout ce qu'on peut en dehors de la coprésence et le reste, du coup, ce qui est très important, le plus essentiel, on va le faire quand même en coprésence. Donc, ça donne la ville, hein, bien sûr, la coprésence. Quand c'est toute une société qui est coprésente, ça s'appelle une ville. Et la mobilité et la télécommunication, c'est deux autres manières de créer du contact. La mobilité avec le déplacement de réalité matérielle, y compris nos corps, et la télécommunication, on ne transporte que de l'information. Et ça existe depuis longtemps. Hein. La télécommunication n'est pas du tout une invention de l'ère numérique. Hein. Le courrier c'est une très belle invention, quasiment, d'il y a plusieurs milliers d'années, et qui permet un transport minimal de matérialité pour pouvoir faire circuler de l'information. Ce qui est amusant dans l'histoire de... Je réponds là justement à la question qui avait été posée que Vincent avait soulevée sur est-ce qu'on va vers un monde où la télécommunication remplacerait la mobilité. C'est une hypothèse qui peut se défendre. Hein. Il y avait une hypothèse un peu comparable de Melvin Weber dans les années 50 où avec son concept de non-place urban realm, il disait que c'était la mobilité qui allait remplacer la coprésence. On n'aurait plus besoin de ville parce qu'on pouvait se déplacer en voiture. Il y avait aussi le téléphone hein, quand même. Donc c'était mobilité plus télécom qui remplace, qui prend la place de coprésence. Hein, et il y a eu des gens plus récemment qui ont dit que l'Internet remplacerait la ville. C'est une idée qui se défend parce qu'effectivement ces trois modalités sont en partie des alternatives. Donc elles sont en concurrence. Mais pas seulement, puisque en fait, chacune a besoin des deux autres. Hein, et donc si vous voulez par exemple faire de la vente par Internet, il faut bien apporter les objets. C'était des hypothèses, un des scénarios dont parlait Vincent, où on ne bouge plus et les marchandises arrivent jusqu'à nous. Donc il faut bien de la mobilité pour ça. Et dans la ville, nous sommes des usagers de l'urbain, nous savons très bien que pour nous synchroniser, pour nous syncoriser, nous avons besoin de la télécommunication et de la mobilité. C'est-à-dire une ville se raconte l'histoire qu'elle est un espace à zéro dimension, mais en fait, pour se rapprocher de cette utopie, elle a besoin de métro, de tram, de bus et de SMS pour dire, vous savez que c'est ça que disent le plus les gens au téléphone par des SMS, t'es où? Donc la gestion des lieux et de la présence conjointe de deux réalités, par exemple deux personnes dans le même lieu, c'est un enjeu énorme qui va se gérer pour une bonne part par la mobilité et la télécommunication. Et là, on a je ne m'arrête pas là-dessus, mais on a des avantages comparatifs qui varient et donc qui font que cette concurrence, elle évolue dans le temps et qu'en même temps, elle n'aboutit pas pour le moment à la destruction des deux autres. Donc il y a à la fois plus d'urbains, hein, donc on est à 4 milliards maintenant à peu près, enfin, ça dépend comment on mesure, mais on a nettement dépassé les 50% et on va allègrement vers les 100. On augmente bien sûr le nombre d'internautes, on est à 3 milliards et puis le téléphone mobile est pratiquement a cessé d'être un signe extérieur de richesse. Enfin, donc les pauvres aussi ont des téléphones mobiles. Et puis pour ce qui est de la mobilité, hein, le tourisme par exemple augmente de façon spectaculaire. On mesure assez facilement le tourisme qui traverse les frontières. Donc là on a dépassé le milliard ces dernières années.
Mais en fait, il y en a beaucoup plus, puisque notamment dans les grands pays, hein, les États-Unis ne sont pas le premier pays touristique, parce que, du point de vue international, parce que justement l'essentiel du tourisme aux États-Unis, il est intérieur. Donc il n'est pas mesuré selon les mêmes statistiques. De même avec la Chine. Donc plus un pays est grand, plus une part importante du tourisme qu'il génère ne va pas apparaître dans les statistiques du tourisme international. Donc ce sont les pays européens, classiquement c'est la France qui est la première destination touristique, mais ça s'explique pour une part par le fait qu'en Europe il y a des petits pays. Hein. Donc le tourisme c'est quelque chose d'énorme et qui croît de façon plutôt exponentielle ces derniers temps. Donc en fait, on a eu un progrès des trois modalités en même temps, chacune jouant un peu sur les autres. Et donc, ça donne un peu la complexité du problème. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'en sortir en faisant de la prospective, si on veut faire de la bonne prospective, en disant « Oui, bon, demain, la mobilité, c'est fini. Demain, la ville, c'est fini. Demain, la télécom, c'est fini. » Rien ne laisse penser qu'on va dans cette direction. Vous pouvez m'interrompre hein, quand vous voulez. Je veux dire, c'est pas un exposé en forme, hein, donc allez-y hein, si vous voulez. Vraiment. Je conclus que vous êtes parfaitement d'accord avec ce que je viens de dire. Attention, parce qu'après, ça vous engage. Alors, là, j'ai squatté un exposé que j'avais fait sur Governing Mobility, et donc je voulais insister sur ce que je vous ai déjà dit, sur le fait que ce sont les individus acteurs qui sont mobiles, et que donc il n'y a que de la mobilité individuelle. D'autant plus qu'il y a des individus. En fait, c'est ça, le vrai élément de variation historique. C'est la force des individus, c'est-à-dire c'est le fait que chaque individu qui se déplace ou pas est un acteur. Et donc, il a une intentionnalité sur sa propre mobilité. Et peu importe quel médium, disons, il va utiliser pour réaliser son intention. Et là, je voudrais... oui, donc, ça peut être aussi la mobilité de ne pas se déplacer, hein, bien sûr. Surtout en Italie du Sud. La Vespa est une maison. Une maison très importante pour la présentation de soi. Et alors là, je voulais sortir un peu de la mobilité pour parler de l'urbanité, pour montrer l'importance des acteurs individuels. Donc là, je vous rends compte d'une étude qu'on a faite dans mon laboratoire il y a quelques années, qui est une modélisation, une simulation de la dynamique urbaine à partir de critères très simples, c'est-à-dire qu'on a essayé de fabriquer une fausse ville, mais assez réaliste, avec type ville européenne, avec des centres, des périphéries, un prix du foncier correspondant à peu près à ce qu'il y a, des transports, et puis des catégories sociales différenciées. Et on a proposé aux individus qui sont la base du modèle deux options. Soit ils acceptent la présence autour d'eux, donc pas dans leur logement, mais autour d'eux, dans l'espace public, autour d'eux, de gens qui sont différents d'eux. Donc on a utilisé dans notre modèle le fait qu'ils étaient plus riches ou plus pauvres, mais ça pourrait être n'importe quoi d'autre. Ou ils refusent, deuxième option, ils refusent cette cohabitation avec, au sens urbain du terme, avec des gens différents d'eux. Donc soit ils sont allophiles, hein, allos ça veut dire différent en grec, autre, soit ils sont allophobes. Et on a utilisé uniquement ce critère. On n'a pas du tout inclus au départ des politiques urbaines. Et voilà ce que donne la ville des allophiles et la ville des allophobes. La ville des allophiles est compacte, la ville des allophobes est étalée. Sans, encore une fois, aucun critère de cette sorte
dans le choix qui leur était donné. Donc on peut reconstituer bien sûr le processus. On s'en doutait un peu que ça allait donner ça, mais on a quand même été surpris du fait que c'était tout à fait spectaculaire. L'allophobie conduit effectivement à aller là où il y a le minimum de densité et conduit assez logiquement à fabriquer des espaces donc à la fois peu denses et homogènes. Ce qu'on constate effectivement dans les processus de la suburbia nord-américaine ou de la périurbanisation qu'il ne faut pas confondre avec la città diffusa, à la périurbanisation à l'européenne. Là, on a effectivement, plus on va vers la périphérie, plus on a des espaces qui sont sociologiquement homogènes. Et alors, pour sophistiquer un peu le modèle, on a introduit des politiques publiques plutôt favorables au mélange et à la compacité, et en fait, ça ne marchait que quand les gens étaient d'accord. C'est-à-dire que si on introduisait ce type de politique pour les allophobes, pour une majorité, enfin, pour une société composée en majorité d'allophobes, le résultat, c'est qu'ils arrivaient à contourner ce qu'on leur offrait, enfin à utiliser ce qu'on leur offrait pour faire encore plus d'allophobie. Et c'est ce que disait Vincent tout à l'heure, hein. Vous augmentez l'offre de transport public, mais en fait, c'est un encouragement à l'étalement. Hein, et donc, c'est un des paradoxes du système suisse, c'est que on a un système de transport public plutôt généreux et plutôt efficace, mais loin de décourager la périurbanisation. Au contraire, dans une société où il y a au moins une partie importante de la population qui voudrait être loin des villes, ça s'est utilisé dans ce sens. On pourrait d'ailleurs discuter plus en détail sur la nature de l'offre. Par exemple, le système de cadencement horaire est un système qui est pas du tout favorable à la métropolisation. Dans les métropoles, en fait, on a des cadences très rapides et on n'a pas de correspondance. C'est-à-dire les cadences sont tellement rapides qu'il n'y a pas besoin de dire il faut arriver à telle heure pour ne pas rater sa correspondance. Le système suisse applique cela, y compris aux espaces les plus densément peuplés, et on voit, l'exemple du M1 est très bien pour ça, parce qu'on voit que ça entre en collision avec l'efficacité quand on est à l'intérieur du système, d'un système très dense. Parce qu'en fait, il n'y a pas assez de fréquences. Hein, donc, l'association M1-CFF, c'est une machine à rater ses trains, parce que forcément, comme il y a beaucoup de... comme les systèmes sont saturés, il y a des moments où ça ne marche pas, où la correspondance ne marche pas. Et donc, comme on est dans des fréquences malgré tout assez lâches, le résultat, c'est que ça peut augmenter de façon spectaculaire le temps de transport. Donc, on voit bien qu'il y a aussi des partis pris. Les politiques publiques ne sont pas forcément innocentes de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'elles ont une certaine idée des mobilités telles que idéales, et elles font des choses dans un certain sens. Hein. Le M1, c'est aussi un pseudo-métro qui à voie unique, hein, quelque chose que il fallait être suisse pour inventer, hein, parce qu'à ma connaissance, ça n'existe nulle part ailleurs. Et on voit bien que ça marchait très bien quand il n'y avait pas beaucoup de trafic, mais que c'est un système qui est à rendement décroissant au bout d'un moment, puisqu'on ne peut plus augmenter les fréquences à cause du fait qu'il y a le problème des croisements. Et le résultat, c'est que si on est à la limite, comme c'est actuellement avec 5 minutes de fréquence, dès qu'il y a un incident, il a des effets en chaîne beaucoup plus importants que s'il y avait 2 voies, bien sûr, puisque ça agit sur les 2 sens du trafic. Donc, bien sûr, donc les politiques publiques jouent un rôle, mais je pense qu'il faut garder l'idée que Vincent a développée, c'est-à-dire que d'une certaine façon, la société propose, les individus disposent. C'est une question, on pourrait dire, de rapport de force entre
le politique, la société comme un tout en tant qu'acteur, donc qui prend des décisions politiques, des politiques publiques, et puis ce qu'en font les bénéficiaires, les intéressés, qui peuvent jouer dans un sens qui n'était pas forcément prévu, mais qui par ailleurs, par leur vote, ont la possibilité d'infléchir bien sûr les politiques publiques. Donc ils jouent en amont et en aval. Hein, donc plus les individus sont forts, plus les politiques publiques sont d'une façon ou d'une autre obligées de tenir compte de leurs attentes. Mais même si elles n'en tiennent pas compte, les individus peuvent gérer à leur manière l'offre de mobilité, par exemple, qui leur est faite. Alors, dans cette perspective, hein, j'introduis deux notions qui me semblent assez importantes pour approcher les problèmes d'espace aujourd'hui. C'est ce couple spatialité-espace. Si on considère que l'espace, c'est un environnement qui préexiste à l'action, quand nous sommes nés, il y avait déjà des trains Genève-Lausanne, et quand vous êtes nés, il y avait déjà l'autoroute Genève-Lausanne. Donc, une espèce de préexistence en partie déterminante de ce que nous pouvons faire. Mais en même temps, la spatialité, c'est-à-dire notre capacité d'agir, bien sûr, elle se situe à l'intérieur d'un environnement, d'un espace, mais elle a aussi la capacité de le changer. Comme je viens de le dire, un espace public, par exemple, ce n'est pas une infrastructure d'espace public, c'est un système d'événements. C'est le fait que se trouve dans l'espace public à un moment donné une diversité de populations ou d'activités qui peut être facilitée par un cadre bâti, mais ce cadre bâti ne garantit absolument pas que cet espace va fonctionner comme un espace public. Si les gens ne viennent plus, c'est plus un espace public. Donc, il y a cette idée qu'il ne faut pas sous-estimer les systèmes d'action dans l'analyse qu'on fait, par exemple, d'une ville ou d'un quartier ou d'un morceau de ville, du monde. C'est plus facile, disons, de s'accrocher aux objets visibles, aux objets matériels, mais en fait, si on ne faisait que ça, on passerait à côté d'une bonne partie de la réalité. Et on peut aller même plus loin en disant que les environnements sont très largement produits par les systèmes d'action. Hein. Donc, un espace public, c'est un environnement, effectivement. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a un espace public, je ne sais pas, place de la Riponne, mais en fait, il ne peut exister que parce que tous les autres que moi agissent de telle sorte qu'il existe. Donc, il est tout à fait logique de considérer que, d'une certaine façon, un environnement, c'est un concentré d'actions diverses, dont certaines ont lieu, d'autres pas. Je reviendrai juste après sur la notion de virtualité. Mais là, voilà, je vous présente une carte, qui est une carte dont les limites, en jaune, là, des petites aires, c'est les aires urbaines, donc c'est un morceau de la carte de la France, les aires urbaines de l'INSEE, qui sont obtenues en ajoutant aux agglomérations morphologiques les mobilités pendulaires. S'il y a plus de 40% d'actifs qui vont dans l'aire urbaine, dans l'agglomération, alors on intègre la commune dans l'aire urbaine. Et ce qui est en bleu, avec des bleus divers, c'est le nombre de ménages qui possèdent plus de deux voitures au plus. Et donc, vous n'êtes pas surpris qu'il y ait un rapport entre ces deux éléments, puisque justement, on a mesuré, on a fabriqué des espaces qu'on appelle les aires urbaines, qui sont assez proches d'autres outils statistiques existants dans d'autres pays. Hein. On prend en compte non seulement
l'agglomération morphologique, mais aussi les mobilités. Donc, on a fabriqué ces espaces justement en tenant compte des mobilités. Et les mobilités en dehors des zones bien desservies par les transports publics, ben, ça suppose la possession d'une voiture. Donc de deux, s'il y a deux actifs. Et comme justement les aires urbaines ne mesurent que les mobilités pendulaires, donc le travail, c'est assez logique qu'on trouve des situations où c'est des gens qui travaillent, donc qui ont effectivement besoin de voitures. Si vous êtes par exemple retraité, un couple de retraités, c'est pas aussi nécessaire d'avoir de voiture. Tandis que si vous êtes actif allant à deux endroits différents, à des horaires différents, et que vous êtes hors de la zone des transports publics, c'est clair que vous allez avoir deux voitures, trois si vous avez en plus un adolescent de plus de 18 ans qui veut bouger, que vous avez les moyens. Et donc vous voyez que, en fait, cet espace qui est un cadre, qui est un environnement, ensuite ça peut servir de base pour le gouvernement urbain. Hein. On peut considérer que c'est un bon découpage pour définir l'espace local aujourd'hui, ces aires urbaines. Donc incluant à la fois les agglomérations morphologiques, mais aussi des endroits qui sont fortement reliés à ces agglomérations, mais qui peuvent ressembler par exemple au village qu'a montré, au village entre guillemets, qu'a montré Vincent tout à l'heure. Hein, ils y sont là-dedans. Mais c'est assez juste de mettre tout ça ensemble parce que ça crée des systèmes de solidarité, le même marché du logement, même marché de l'emploi, même marché des transports bien sûr, même marché des réseaux commerciaux. Donc c'est tout à fait légitime de dire, là on définit en fait des espaces politiques locaux, on définit des sociétés locales de cette façon. Or, on l'a fait grâce aux mobilités et grâce à l'action individuelle multipliée. On ne l'a pas fait par un découpage a priori d'un univers social dans lequel les individus seraient rentrés. Non, c'est eux qui fabriquent le dans lequel. C'est eux qui, par leur mouvement dans la boîte, fabriquent la boîte. Vous voyez cette rupture très importante dans l'approche de l'espace que signifie, enfin, qui est la conséquence du fait que nous sommes dans une société d'individus. Où le grain de base, que sont les individus, est extrêmement actif, extrêmement dynamique, capable d'intention, de stratégie, de moyens, plus ou moins efficaces, pour mener à bien ces stratégies. Je vous écoute. Ça, oui. Bon, alors, c'est ma dernière idée, donc préparez-vous, parce que après je vais me taire. Hein. Donc, j'insisterai sur le mot de virtualité, hein, qui s'applique à toute espèce de spatialité, de rapport à l'espace, mais dans les mobilités, Vincent, tout à l'heure, a utilisé le mot de motilité. Donc, je ne sais pas si c'est un mot que vous aviez déjà rencontré. Une petite anecdote, c'est que Vincent avait inventé la notion de motilité sans qu'on en discute ensemble. Je ne connaissais pas bien d'ailleurs à l'époque. Et moi, de mon côté, j'étais arrivé à la conclusion que la notion de virtualité était très importante dans le monde urbain. Ce que j'appelle virtualité, c'est pas le sens souvent utilisé dans le monde du numérique qui voudrait dire simulé, non matériel, hein, immatériel. À mon avis, il ne faut pas utiliser ce mot pour dire immatériel, il faut dire immatériel. Mais virtuel, c'est le contraire de actuel, au sens anglais du terme, actual, actualized, actualisé. Le virtuel, c'est un potentiel qui n'est pas actualisé, qui le sera peut-être, mais peut-être pas. Donc par exemple, le matin, vous vous levez, vous savez qu'il y a un cours de Super Studio, mais d'après ce que j'ai vu, il n'y a pas eu 100% des gens qui avaient ce cours, je ne sais pas s'il est obligatoire, mais je ne dirai pas les noms. Hein.
Tout le monde n'est pas arrivé à 9h30, qui était le début officiel du cours. Donc, par rapport à cette virtualité d'assister au cours, certains d'entre vous ont eu d'autres sollicitations, ils ont un rendu, ils ont des choses à faire, ils doivent absolument faire leur lessive parce que sinon ils vont sortir du cadre horaire et ils n'ont plus accès à la machine à laver, ce qui est un cas de force majeure à mon avis, oui. C'est valable, ou ils étaient malades, etc. Donc il y avait en fait, même dans le... Je prends ce cas comme un cas un peu limite, puisque c'était obligatoire, et vous êtes censé venir au cours obligatoire, mais même dans ce cas-là, comme vous êtes des vrais individus, vous avez quand même un portefeuille d'actions possibles qui ne se limite pas à une. Alors, que dirait-on s'il s'agissait, par exemple, de choisir un film dans une ville où il y a, je ne sais pas moi, 30 films possibles au même moment, et donc la virtualité, vous avez décidé d'aller au cinéma à telle heure, la virtualité, donc c'est les 30 films, et vous allez en voir seulement un seul. Enfin, c'est extrêmement difficile techniquement d'être dans plusieurs salles de cinéma en même temps. Et je ne parle pas bien sûr de Netflix ou du piratage de films. Et donc vous voyez bien à ce moment-là la grande différence qu'il y a entre être dans une ville où il y aurait un seul cinéma et être dans une ville où il y a, mettons, 100 cinémas. Dans les deux cas, si on regarde les gens qui sont dans l'un des 100 ou dans le cinéma, on va dire, ben voilà, il y a des gens dans le cinéma. On va pouvoir mesurer combien il y en a rapporté à la population dans les deux cas. Sauf que, en fait, du point de vue de la virtualité, ils n'étaient pas du tout dans la même situation. Il y en avait un qui avait le choix entre 100 films et l'autre qui n'avait aucun choix. Enfin, qui avait le choix oui, non. Sa seule virtualité, c'était ça. Donc vous comprenez, je pense, l'importance de la virtualité parce que ça définit aussi l'importance de la taille des villes. Hein. C'est-à-dire que plus une ville est grande, plus de façon exponentielle, la quantité d'événements virtuels augmente. Et donc ça s'applique aussi à la mobilité. Donc je termine mon anecdote. Donc Vincent et moi, on s'est aperçus, après coup, que ce qu'il appelait motilité, c'était exactement la composante mobilité de mes virtualités. Donc on était arrivé par des voies différentes à la même conclusion, c'est-à-dire que quand on étudie nos espaces, on ne peut pas se contenter d'étudier les actions réellement effectuées. On doit aussi prendre en compte ce qui pourrait être fait, mais n'a pas été fait. Et quand nous prenons des décisions, nous tenons compte aussi de ça, puisque nous ne sommes pas les seuls à avoir des virtualités à notre disposition. Tous les autres sont comme nous. Donc par exemple, nous allons dans un lieu, nous savons qu'il est possible qu'il se passe certaines choses, qu'il soit intéressant, qu'il y ait du monde, ou au contraire que ça soit calme. Ce n'est qu'une possibilité. Et donc, ce qui se passe réellement n'est que l'instantané d'une rencontre de la partie actualisée d'une immense quantité de virtualité qui reste non actualisée. Et donc c'est pour ça que j'aime bien dire que plus une ville est grande, plus l'écart entre son habitabilité et son habité est important. C'est-à-dire plus est immense la quantité de choses qu'on pourrait faire, nous et les autres, et les choses qu'on fait effectivement. Donc en matière de mobilité, c'est très clair, et c'est pas par hasard que Vincent a pointé ça, enfin que c'est un spécialiste des mobilités qui a particulièrement vu ça, parce que justement ça fait partie des options qu'on a constamment devant nous. Hein. Maintenant, il y a des logiciels qui nous permettent d'intégrer toutes les mobilités, même maintenant il commence à y en avoir qui intègrent les mobilités privées aussi, hein. C'est-à-dire que vous voulez aller d'un point à un autre, est-ce que c'est mieux de louer une voiture, de faire du covoiturage, de prendre le train, l'avion, d'aller à pied, etc. C'est ça en gros
paysage maintenant, et donc nous pouvons décider différentes options. Vous remarquerez d'ailleurs que maintenant, quand il y a des grèves des transports, pas en Suisse bien sûr, mais dans le reste de l'Europe, ça arrive, eh bien, les effets sont moindres qu'avant, parce que il y a des alternatives très nombreuses, y compris le fait de ne pas se déplacer. À l'époque de mon slogan « On ne transporte pas, on nous roule », il faut se souvenir que le type de titre de transport qui était le plus courant en Île-de-France et dans la plupart des grandes villes européennes, c'était pas du tout un abonnement général, ou comme on dit en Île-de-France, une carte orange, ou un pass Navigo. C'était en fait une carte qui permettait d'aller à son travail et d'en revenir tous les jours. D'ailleurs, à cette époque-là, les gens travaillaient souvent le samedi en France, et donc ils avaient 6 fois un aller-retour. C'était ça qu'ils achetaient. Ça voulait dire que là, il y avait une subvention publique pour leur permettre d'aller à leur travail, mais rien du tout pour leurs autres déplacements. Or, vous savez, Vincent a fait allusion à ça, que les mobilités aujourd'hui, c'est de façon très minoritaire les déplacements domicile-travail. C'est moins du quart du nombre de déplacements est consacré à la pendularité. Et encore, quand on dit pendularité, on suppose implicitement qu'on va toujours au même endroit. Mais il y a aussi une bonne partie des déplacements qui sont liés au travail, mais qui ne sont pas définis par un couple de lieu, domicile et travail, parce qu'on peut se déplacer dans le cadre de son travail. Et du coup, ça crée une multiplicité de situations, enfin, de programmes, par exemple, de transport, enfin, de programmes mesurés a posteriori. Si le soir, vous vous demandez qu'est-ce que j'ai fait, bien, vous vous apercevrez que souvent, il y a une interpénétration de quelque chose qui serait lié au travail, quelque chose qui serait lié au loisir, au commerce, à la culture, à la formation, aux relations interpersonnelles, etc. Et tout ça n'étant pas seulement juxtaposé, mais combiné, puisque vous allez dire, ah ben puisque je serai dans ce coin, si tu veux, on peut se retrouver là, et puis ensuite j'irai acheter mon pain, etc. Donc quelque chose où la mobilité, hein, je reviens toujours, il y a une seule idée dans tout ce que j'ai dit, c'est qu'on est dans une société d'acteurs, et que donc la mobilité est une mobilité d'acteurs. Donc que si on veut la gouverner, il faut prendre cela en compte. J'ai l'impression que je vous ai fait peur. Non, vous devez intervenir maintenant. Je pars pas comme ça, là.